Bien, donc bonjour à tous. Merci d'être venus, mais surtout merci de m'avoir invité. Euh, c'est, euh, je viens sur un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est justement le lien entre comprendre toutes ces questions de durabilité et l'enseignement. Alors, je vais vous dire un petit complément par rapport à ce qui a été dit sur mon passé, comme ça vous comprendrez mieux comment je fais ma présentation. Parce qu'il y a le factuel, mais il y a qu'est-ce que j'ai appris dans cette trajectoire. Parce qu'en fait, c'est une série d'opportunités qui m'ont conduit à occuper ces différents rôles. Alors moi, j'ai commencé par une formation d'ingénieur, puis une formation scientifique dans le domaine de l'océanographie. Alors j'étais très content tout à l'heure d'avoir une présentation sur ce sujet. Ça m'a conduit à, effectivement à regarder un certain nombre de sujets liés aux études d'impact. Et donc, avec les études d'impact, on commence à toucher aux questions de société, de sociologie, c'est-à-dire de savoir quel message on fait passer, pourquoi. Donc, côté scientifique, j'ai fini par faire un doctorat sur des sujets tout à fait voisins de ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Donc, j'étais content de retrouver quelques-unes de ces images. Et puis, j'ai continué, j'ai fini par passer un concours de directeur de recherche pour l'IRD, un poste finalement que je n'ai pas occupé, mais j'ai beaucoup travaillé avec le programme Environnement Vie Société du CNRS, qui était un sujet de regarder comment sur un même sujet, différentes compétences pouvaient contribuer. Ça, c'est assez intéressant, ça a été important pour moi de faire cette expérience. Par ailleurs, j'ai été amené à l'occasion de différentes circonstances, à m'intéresser à la question de l'effet de serre dans les années 90 de regarder ça d'abord comme j'étais à l'époque à Gaz de France, qui émet du méthane, à regarder ça d'un point de vue technique, mais très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait derrière une question de politique. Et donc de m'impliquer de plus en plus dans la formation des politiques relatives à ces sujets. Donc j'ai fait ça, comme ça a été dit, au niveau français, européen. Et à cette occasion-là, de voir que la question technique, c'est un élément, mais surtout de voir que si on voulait prendre des mesures, il fallait voir quels étaient leurs impacts en termes sociaux, en termes économiques, pas seulement en termes de réduction des émissions. Et donc, ça nécessite de se lancer dans les questions d'économie, de comprendre aussi la question des positionnements politiques et quelles sont les politiques qui sont possibles ou pas possibles. Donc, ça demande à élargir son horizon, ce qui m'a conduit à travailler beaucoup sur la taxation, les quotas. J'ai participé à tous les groupes d'expertise sur la mise en place des quotas, au niveau français, mais aussi européen et international. Et à chaque fois, ça pose de nouvelles questions de faire le lien entre trois choses, dans le fond, entre la science, comprendre la science. Donc mon passé scientifique me faisait comprendre facilement les climatologues. La deuxième question, c'est quelles sont les technologies qu'on peut utiliser, parce que lorsqu'on fait des courbes de décroissance, des courbes d'évolution, on n'a pas idée de comment on va remplir ces courbes. On dit c'est ça qu'il faut faire. Et là, c'est les sciences et les techniques. Et puis après, dernière chose, c'est vraiment cette question de lier avec la société, de voir comment c'est acceptable et de construire les éléments d'une acceptabilité. Alors, sur l'intervention tout à l'heure sur l'alimentation, c'est tout à fait ça. Après cette étude, la deuxième question, c'est si on pense qu'il doit y avoir une transformation, quels sont les leviers qu'on a pour la transformation? Et là, c'est quelque chose d'assez important
dans un monde où on se dit qu'il faut réduire la consommation alimentaire. Donc une étude comme celle-ci est tout à fait intéressante pour comprendre les réactions des uns et des autres. Et après, la question, c'est de savoir comment on peut porter ce message. Alors bien évidemment, moi ayant commencé ça dans les années 90, j'ai quand même une petite frustration, c'est qu'en 2025, on n'a pas beaucoup avancé. Et on n'a pas avancé à l'échelle des choses. Donc il y a une vraie question de comment on fait passer le message, comment on communique. Et c'est pour ça qu'à ce titre-là, la question de formation me semble une question fondamentale, parce que ce n'est pas les gens de ma génération qui vont construire les solutions, c'est les gens de la génération qui est dans les universités. Donc c'est un peu le lien entre tout ça qui va faire le sens de ma présentation, avec un regard un petit peu arrière, vue d'avion si je puis dire. Et je voudrais vous présenter à travers quelques diapos un peu cette complexité du monde dans lequel on doit agir. J'espère que je ne serai pas trop long. Et donc je vais essayer ça. Voilà. Alors, les autres, on pense qu'il y a la question du climat qui est fondamentale. Mais la biodiversité est fondamentale, beaucoup plus fondamentale, puisque c'est la source de la vie. Donc, commençons par les choses fondamentales. Bon, c'est vrai qu'il y a une interaction avec le climat, mais voilà. Alors, juste quelques rappels que vous avez en tête. Je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Dans le carré droit, la place occupée par les occupations anthropiques. Si vous voyez la place des mammifères sauvages, et à côté, vous avez deux groupes de mammifères intéressants, les mammifères d'élevage et les humains. Et vous voyez la masse en termes carbone que représentent ces deux dernières espèces par rapport aux mammifères sauvages. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'illustration d'en dessous montre qu'on connaît peu, finalement, ce qui se passe de la vie. Puisque j'illustrais ça par ce petit schéma qui montre que sous un pré, on a des tonnes de matière vivante. Donc c'est assez important à regarder. Mais on est dans des mondes qui sont dans les plutôt micro-organismes, petits organismes, dans lesquels, qui sont des éléments fondamentaux dans la mesure où tout est lié. On n'a pas, parce qu'on peut s'intéresser à la vie sauvage en disant l'ours blanc, le tigre du Bengale, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie. Ce qui fait la vie, c'est l'ensemble de ces vivants. À partir des plantes, jusqu'à tous les types d'animaux, chacun va avoir un rôle pour faire fonctionner cette biosphère. Et donc c'est réellement cette idée de système et de perturbation du système qu'il est important de comprendre. Voilà pour ce petit transparent. Alors bien sûr, il y a des effets qui sont liés de transformation et de réduction de la biodiversité assez importants. Alors ça, c'est l'IPBES, qui est un organisme qui, comme l'IPCC, fait la même chose pour la biodiversité. Voilà ce qu'il note. Alors on a tous en tête le changement climatique, mais vous voyez bien que sous les phénomènes impactant la biodiversité, le changement climatique n'en est qu'un parmi d'autres. Et ce n'est pas nécessairement le plus important. On a bien évidemment l'usage des sols, l'usage de la nature en général, et on a les pollutions chimiques liées à la production humaine, et notamment de produits que la chaîne de biodiversité qu'on a vue tout à l'heure ne sont pas capables de prendre en compte, de réduire. La nature est capable de réduire tous ces produits, de les retransformer, de les remettre dans des cycles. Mais les produits exogènes faits par l'activité humaine, il y a des produits qui ne peuvent pas être réduits par la vie. Donc ça pose un problème, d'autant plus que souvent ces produits
ont un impact sur la vie elle-même. Alors, ça, c'est une première image qui est assez maintenant de quelques années. Et plus récemment, ils viennent de se poser la question de quels étaient les facteurs indirects de transformation, d'impact sur la biodiversité. Et voilà ce qu'ils relèvent. Hein. On voit ici la question de la perspective sur la nature, telle comme on l'aperçoit, mais aussi des questions plus économiques et sociales, concernant les perspectives de temps que l'on regarde dans nos activités humaines, et aussi le modèle économique général. Donc vous voyez tout de suite qu'on revient sur cette question. On a une question, on va qualifier de scientifique, hein, sur la biodiversité, la nature, etc. Et en fait, derrière, l'évolution, elle est liée à un certain nombre d'activités humaines, mais qui sont dans le cœur du modèle social et économique. Alors, voilà pour la biodiversité. Bon, je vais venir quand même sur le climat. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Là, j'ai mis à jour avec les dernières valeurs des émissions de CO2. Chaque année, elles continuent de croître. Hein. C'est ce qu'on constate ici. Donc, ce qui conduit à une accumulation dans l'atmosphère. Ce qui est à remarquer, c'est deux choses, me semble-t-il, au niveau d'une vision un peu systémique. C'est premièrement que cette accumulation, elle se fait sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène à réaction rapide. L'accumulation de CO2 dans l'atmosphère se fait à des échelles de centaines d'années. Derrière ça, le réchauffement va induire des réchauffements notamment de la masse des océans. Et là, on est sur plusieurs centaines d'années. Donc, dans un système comme ça, le futur est déjà là. Puisque ce que l'on fait aujourd'hui va avoir un impact sur des centaines d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai représenté en bas, c'est l'évolution des concentrations. Alors, dans les temps géologiques à gauche, les choses se passent en centaines de milliers d'années, voire en millions d'années. Dans les phénomènes actuels, c'est le petit schéma à droite, on est en fait en train de faire des transformations de concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'échelle de l'année. Donc on est en train de faire quelque chose que la nature n'a jamais vu. Alors bien sûr, il y a d'autres gaz à effet de serre. Juste maintenant, le côté réponse sociale, c'est un petit peu compliqué à lire tout ça, là, mais on peut se dire, dans le fond, l'équilibre du système, c'est à 5 degrés, 2 degrés, hein, c'est un peu compliqué, mais on peut dire qu'on pourrait vivre avec 2 degrés ou un 5 degrés. C'est les trajectoires vertes et bleues sur la gauche. En noir, c'est les observations. Et le fil jaune et le fil rouge sont ce que les États ont déclaré qu'ils allaient faire. Donc vous voyez que, quelle que soit la déclaration des États, on est encore bien loin d'atteindre les courbes vertes et bleues. Bien évidemment, en plus, on observe que la courbe noire décolle par rapport à ces courbes orange et rouge. Alors, juste pour parler actualité, en ce moment, c'est la COP30. Dans l'accord de Paris, on a mis en place un système de suivi des émissions et de correction des trajectoires, hein, avec un pas de temps de 5 ans. L'année dernière, on a fait le bilan des 5 premières années. Et cette année, les États doivent prendre des engagements
pour les 5 prochaines années, en fait, plus exactement sur la période 2035, parce qu'il y a un décalage. Et bien, on est loin de ce qui serait souhaitable, puisque ça, c'est ce qui a été donné, c'est les premières évaluations, puisque tous les États n'avaient pas formulé leurs engagements dans ce cadre, quand j'ai pris ce schéma-là. Voilà, donc on est dans un système où finalement la conscience politique n'est pas égale à la conscience scientifique. Comment faire se rejoindre les deux, hein, c'est une vraie question. Il y a aussi dans ce graphique autre chose, c'est la ligne orange et la ligne rouge. La ligne orange, c'est ce que les États se sont engagés à faire. La ligne rouge, c'est ce que les États se sont engagés à faire, mais sous condition, c'est-à-dire que les États du Sud, pour faire, on va dire ça globalement Sud-Nord, hein, les États du Sud, dans le système de l'accord de Paris, et c'était déjà le cas dans toutes les étapes de la Convention sur le climat, doivent recevoir une aide pour leur trajectoire d'émissions, dans la mesure où ils sont dans des trajectoires de développement qui conduisent à de plus grandes émissions. Et donc, c'est la trajectoire rouge ici, et celle qui correspond à la condition de ces aides, de ces transferts du nord vers le sud. C'est un problème. Les échelles sont de 1000 milliards hein, par an. Bon, on peut le comparer à la taille de l'économie, hein, c'est pas gigantesque. 1000 milliards, chacun d'entre nous se dit « Oula, qu'est-ce que c'est ? Moi, mes petites économies ne vont pas suffire. » À l'échelle de l'économie, ce n'est pas grand-chose, on est en quelques pourcents. Voilà, donc ça nous donne des éléments de ceci. Alors, plus globalement, on a ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est intéressant, les limites planétaires, parce que ça nous fait sortir de cette question obsédante du changement climatique, un peu moins présente de la biodiversité, mais ça nous fait regarder aussi des questions de pollution j'allais dire, plus ordinaires ou de transformation plus ordinaire. Alors, moi, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Ce sont celles qui sont en bas sur la transformation des flux chimiques. C'est essentiellement l'azote, le phosphore, hein, et c'est l'impact que l'on a par nos pratiques agricoles sur le cycle de l'azote et du phosphore. On s'aperçoit qu'on a complètement transformé les choses. Hein. Initialement, le cycle de l'azote était gouverné par les déchets, essentiellement les déchets animaux, hein, et humains du reste, que l'on pouvait remettre dans les champs. Aujourd'hui, on sait fabriquer des engrais azotés grâce à des réactions chimiques. Et ça a conduit à avoir des excès d'azote de manière très importante. Les excès de phosphore, on les connaît aussi, et on a nos fameuses algues vertes hein, qui sont liées à ça. Mais c'est vraiment un déséquilibre du système biogéochimique. Hein. Une autre question, c'est ce qui est en haut, c'est ce qui est les nouveaux produits. Et ça, c'est les activités humaines de nouveau pour lesquelles on se pose de grandes questions. Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas critiqué la question du pH des océans. Le pH des océans joue un rôle important dans la fabrication des coquilles, hein, parce que c'est des carbonates de calcium. Le taux de CO2 dans l'atmosphère conduit à augmenter la dissolution de CO2 dans les océans, ce qui acidifie les océans qui sont légèrement basiques, naturellement. Et donc là, on touche un peu à cette... maintenant, on commence à toucher à cette variable-là avec des conséquences sur la question des coraux et des coquilles.
Voilà pour resituer un peu les autres enjeux. Alors, juste une chose, c'est que ces enjeux sont interdépendants. Ça, c'est fondamental. C'est de comprendre que si on touche à tel ou tel, on va avoir des rétroactions positives ou négatives sur tel autre de ces éléments du système Terre. Alors, l'observation, c'est pour ce qu'on appelle la grande accélération, hein, c'est de constater qu'à partir, on va dire, des années 50, suivant les différentes variables, on voit une accélération très forte, à la fois sur la gauche des questions socio-économiques en termes de production des activités humaines, et puis on voit aussi une évolution très nette sur la question des composantes terrestres, physiques, matérielles. Donc ça a été, c'est un travail qui a été fait dans les années 2000, la première fois, et qui nous a conduit à nous poser la question, est-ce que nous sommes dans un anthropocène, c'est-à-dire un moment de l'histoire de la Terre où le fonctionnement de la Terre elle-même était gouverné par l'activité humaine, plutôt que par les grands cycles géophysiques. Alors, effectivement, regardons un petit peu plus précisément ce que nous, on fait en tant qu'acteurs humains. En bleu arrive le flux de matériaux qu'on utilise, avec différentes finalités, enfin, au sens différentes fins, soit se retrouver dans l'atmosphère, soit se retrouver sous forme de déchets, soit se retrouver dans nos constructions, ici par exemple, avec un apport en haut de l'atmosphère, c'est pour la combustion essentiellement. Donc ça, c'est le flux. Mais en fait, ce flux, quand on le regarde, correspond à un flux qui va nous servir pour nos activités, qui sont ici, sont nos activités, voilà. À droite, ça va correspondre à des activités de service, d'alimentation, de construction. Et donc ce flux-là est lié directement à nos modes de vie. On notera en passant qu'on en recycle une petite partie. Hein. Il y a en gros 10% qui est recyclé, à peine 10%, va réutiliser, recycler. Alors, si on continue sur ces sujets-là, il y a aussi une question de répartition des consommations. Ça, c'est à gauche, c'est un bilan qui a été fait sur les émissions de carbone par niveau de revenu, non plus par pays ou par histoire, mais par niveau de revenu. Et donc là, on voit que les 10% les plus riches émettent 50% du dioxyde de carbone. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'est-ce que ça veut dire les 10% les plus riches au niveau mondial. Je vous ai mis en bas les différentes classes de revenus, et j'ai mis à côté le SMIC français, je ne sais plus à quelle année, 2025. Hein. Et donc, 1 750 € par mois. Bon, j'enlève les questions de redistribution, parce que ce sera le revenu, bref. Mais toujours est-il, 1 750 € par mois. Vous voyez que les 10% les plus riches ne sont pas si loin que ça. Ça veut dire que quand on parle de cette répartition, avec un effort demandé, ça veut dire que le mode de vie que l'on peut avoir avec un niveau de SMIC, si on fait juste le lien émissions et revenus, va être touché par une réduction significative. Donc, à droite, j'ai mis un tableau qui est par niveau de revenu au sein de la France, par foyer. Et donc là aussi, on voit une répartition qui varie significativement avec le niveau de revenu, sachant que pour les plus bas revenus, les émissions sont
j'allais dire obligatoires, sont définis par le modèle de société dans lequel chacun s'inscrit et dans lequel les consommations nécessaires sont celles du plus bas décile de revenus. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de variations, sauf à changer le modèle lui-même. Alors, autre chose, puisqu'on est dans les histoires d'économie, c'est un transparent qui vient de la Banque mondiale, enfin une figure qui vient de la Banque mondiale, à gauche. Hein. C'est la répartition des revenus en fonction de la population. On s'aperçoit de nouveau une répartition où le 1%, là on est 1%, reçoit 63% des revenus des économies au niveau mondial. Et bien évidemment, 70% en reçoivent 1%. C'est aussi une question qui se pose, puisque tout à l'heure on parlait, lorsqu'on parlait du changement climatique, de la capacité à agir et de la nécessité d'avoir une économie suffisante ou un pouvoir économique suffisant pour agir. On voit très bien que le 1% ne va pas pouvoir agir, enfin le 70% ne va pas pouvoir agir avec son 1% de revenu. Donc on a ces questions aussi qui sont présentes au niveau tout à fait global. Et avec cette question qui a été analysée, de savoir, dans le fond, en fonction de qui vous êtes, genre, classe sociale, ethnie, âge, handicap, parce que tous les paramètres qu'on peut imaginer, vous allez avoir plus ou moins de capacité à agir, mais aussi plus ou moins de capacité à agir en fonction de votre niveau de revenu. Et plus votre niveau de revenu est faible, plus vous êtes exposé, c'est-à-dire sa droite, et plus votre revenu est fort, plus vous êtes moins exposé et vous avez plus de capacité à agir. Alors ça, il faut bien le regarder, bien sûr, au niveau mondial aussi. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, alors là, on est un petit peu catastrophé. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, mon habitude personnelle, c'est quand j'ai une difficulté, ben, j'essaye d'y aller. Je ne contourne pas, j'y vais. Donc, par contre, il faut la penser. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous proposer ici. Alors d'abord, penser nos activités, je reviens au métabolisme. Ça me paraît un sujet important qu'on oublie un peu. Le métabolisme, c'est notre capacité à se maintenir finalement en consommant quelques éléments, mais surtout en consommant de l'énergie. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez important. C'est ce métabolisme qui permet de garder nos structures. Et quand notre métabolisme est défaillant, eh bien, on se désagrège, c'est ce qui nous se passe avec la mort, tout simplement. Alors bien sûr, d'autres organismes en profitent à ce moment-là, tout à fait. Donc il faut regarder cette question de métabolisme, là c'est le métabolisme des sciences naturelles, mais on peut le regarder au niveau de nos structures sociales. Ça, c'est un travail qui a été fait dans les années 70 sur le métabolisme de la ville de Bruxelles, ce qui est de regarder tous les flux dans la ville et de regarder les apports énergétiques. Donc ça peut être fait pour l'ensemble de nos sociétés. Certains ont regardé ce système à l'ensemble des échelles physiques, depuis les étoiles, l'atome et nos sociétés au milieu de tout ça. Alors, nous, petits humains, on est à droite là. On n'a pas beaucoup de force, si, on a un petit peu de force, mais c'est invraisemblable par rapport à ce qu'on consomme. Alors ça, j'ai repris ça de la bande dessinée de Blin et Jean Covici, hein. Parce que nous, bon, on est, dans nos bras, on a 10 watts, un peu plus ou un peu moins suivant les personnes. Quand on commence à prendre sa machine à faire la soupe, là, ben, on est dans le kilowatt. Donc quelque chose impossible de faire par nous-mêmes. Alors là, dans leur illustration, ils ont mis, il fallait 4-5 cyclistes derrière
qui en bavent. Alors quand on passe l'aspirateur, ça devient invraisemblable, mais je ne parle pas des machines qui sont à des échelles qui n'ont rien à voir. Tout ça grâce à l'énergie qu'on apporte dans le système, par les énergies fossiles notamment. Alors, pour les énergies fossiles aussi, pour les énergies en général, quelque chose d'important à avoir en tête, c'est qu'en fait, on ne récupère de l'énergie, on ne récupère pas d'énergie si on ne fait pas avant un effort qui va nous coûter de l'énergie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir combien on récupère par rapport à ce qu'on a dépensé. Dans le cas du pétrole initial, où il sortait tout seul là, des champs, hein, je ne sais pas si vous avez lu Lucky Luke, on voit très bien le geyser de pétrole. On avait un rendement au moins de 100. On est beaucoup plus faible que ça à gauche quand on regarde des combustibles fossiles non conventionnels, et a fortiori quand on commence à complexifier les choses, par exemple avec l'éolien ou le photovoltaïque, hein, puisqu'il faut beaucoup plus investir au départ pour s'y retrouver. Alors c'est un peu compliqué de savoir quel est le vrai chiffre, parce que c'est des technologies qui sont en progrès, donc c'est un petit peu... Bon, mais ça nous donne un peu des idées. Et bien sûr, il y a une sorte de canular énergétique qui est les biocarburants, parce qu'en fait, on dépense plus en engrais et en machines agricoles que ce qu'on récupère. C'est plutôt une politique de soutien à l'agriculture, à mon avis, qu'autre chose. Alors, à droite, c'est un schéma intéressant. C'est un schéma qui a été fait par des gens de l'agriculture qui se sont intéressés au mode de vie ancien et de les comparer au mode de vie moderne. Alors, à gauche, c'est avant énergie fossile. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a besoin de l'énergie et de renouvellement énergétique du cultivateur et de ses chevaux, pour le trait ou de ses bœufs. Donc, et on regarde à la fin combien on récupère. Eh ben, la courbe du bas, qui est ce qu'on récupère, montre qu'on est au voisinage de 2. C'est-à-dire qu'on a 1 pour l'agriculteur et puis 1 en plus que l'on peut récupérer. Donc ça veut dire que, dans le fond, les cathédrales se sont bâties avec ce 1. Les pyramides aussi. C'est ce qui reste une fois qu'on a pu s'alimenter pour faire d'autres activités. Depuis les constructions, j'avais d'évoquer, mais aussi la guerre ou autre chose. Avec les énergies fossiles, à ce moment-là, toute la partie traction animale disparaît. La censure a frappé. Voilà. Toute la traction animale disparaît, bien évidemment, et se fait avec la traction motorisée. Une publicité sauvage. Et donc, on voit 2 choses apparaître. Donc, la traction motorisée, d'une part, mais aussi l'usage des engrais et des produits chimiques qui vont, parce que ça représente de l'énergie, c'est un concentré d'énergie, hein, qui vont faire un apport important, c'est les parties rouges, mais par contre, on fait un gain en termes de rendement du système, globalement, hein, du système agricole. C'est ce sur quoi nous vivons aujourd'hui. Donc ça pose un peu cette question, c'est si on doit réduire de manière significative notre consommation énergétique, hein, puisqu'on a vu qu'elle était quand même un peu invraisemblable, comment doit-on vivre? D'une manière générale, c'est la partie à gauche. Alors, je ne pense pas qu'on va revenir complètement au système agricole pré-industriel,
quelles seront nos pratiques agricoles, on le verra, hein, je ne sais pas, mais c'est quand même l'essentiel, c'est l'alimentation. C'est la base de choses. Alors, autre chose qui est inquiétant avec cette histoire d'énergie, c'est, vous avez certainement dû tous voir le schéma du haut qui fait le lien entre PIB et consommation énergétique. Et on voit que c'est linéaire. Donc si on essaye de réduire la consommation énergétique, on va réduire le PIB. Alors ça, c'est une question qui me préoccupe depuis de nombreuses années, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu problématique. D'un autre côté, c'est presque une évidence, parce que le PIB mesure les échanges marchands. Les produits qui sont marchands sont des produits qu'on a fabriqués, qu'on a transformés. Et l'énergie, dans le fond, c'est la mesure de la transformation. C'est comme ça qu'on introduit en physique, hein. C'est la mesure de la transformation. Donc en fait, qu'il y ait un lien entre produits marchands et l'énergie qui est la force de la transformation, c'est un peu évident. Alors ça veut dire que ça pose la question de l'indicateur PIB qui mesure les échanges marchands. Et donc, est-ce que ces échanges marchands sont un facteur de développement humain, hein? C'est ce qu'essaye de montrer l'indicateur qui s'appelle HDI, Human Development Index, que j'ai reproduit en bas là dans une certaine courbe, et qui montre qu'en fait, avec le niveau de revenu, ça augmente vite au début, et puis ça sature. Donc ça pose un peu cette question de savoir, dans le fond, est-ce que c'est pas la courbe du haut, est-ce que c'est pas simplement le reflet de notre modèle socio-économique? Et donc, est-ce que notre modèle social est bien le bon? Et notamment nos modèles d'échange. Ce qui pose une autre question, c'est... ah oui, voilà, ça c'est aussi je reprends là-dessus de manière plus importante. C'est à droite, on a l'empreinte écologique, c'est-à-dire le nombre de terres qu'on a besoin pour vivre avec notre économie, hein, donc on est largement au-dessus de là. Et à gauche et en dessous, c'est le HDI. Et on voit qu'un certain nombre de pays peuvent avoir des HDI élevés, les petits pays bleus, qui sont des pays à revenus moyens, à un niveau de développement moyen, et qui avancent quand même assez bien en termes de développement. Et c'est souvent lié à des structures technico-économiques. Alors la question qu'on me pose toujours, c'est où est Cuba? Parce que Cuba fait partie de ces pays où la structure économique fait que le HDI est relativement élevé, puisqu'il y a un relativement important accès aux soins, à l'éducation, et que c'est très partagé, parce que dans le HDI, il y a aussi un indicateur de différence de revenus. Bon, on n'est pas encore tout à fait dans la case bleu vert ciel, hein, vert clair, qui est celle qu'il faudrait qu'on vise. Néanmoins, tous les pays bleus sont dans des situations où, par contre, leur empreinte écologique est raisonnable. Alors, en fait, ça pose la question du modèle économique, en le disant rapidement. Quand on enseigne l'économie des facteurs de production, là, on a le travail et le capital. On a un résidu, c'est le progrès technologique, hein, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Bon, mais si on regarde en fait comment ça se passe en vrai, on a besoin d'énergie, on puise dans les ressources environnementales, et puis aussi, il y a toute une partie d'économie informelle, qui n'est pas de l'économie au sens économie marchande, puisqu'elle ne donne pas lieu à un échange, mais qui est un échange de services. Et celui-là est important. Alors la tendance est effectivement à pousser à
à la marchandisation de cette économie d'échange, mais ce n'est pas nécessairement la voie à suivre, puisque il faut éviter de la matérialiser, puisque la matérialisation va vouloir dire qu'on consomme de l'énergie. Alors, après, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas encore bien avancé. C'est comme pour le changement alimentaire tout à l'heure, c'est mais qu'est-ce qu'on a dans la tête pour pouvoir avancer? Alors, je vais vous proposer quelques éléments pour la construction de la résilience. Alors ça, c'est un graphique sur la valeur de la nature qu'a fait l'IPBES, mais que je trouve particulièrement intéressant lorsqu'on pense anthropologie. À gauche, on a différentes manières de regarder la nature. Soit on vit de la nature, c'est une ressource, et puis on peut aller jusqu'à vivre en identité avec la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette analyse-là, on n'a pas du tout les mêmes critères d'appréciation de son impact et de sa position. Nous, aujourd'hui, on est dans un modèle où on vit de la nature. Même si, à titre personnel, on peut faire un peu plus attention, je ne sais pas quoi, un petit coin de jardin, mais globalement, et dans lequel on se sent bien, mais globalement, on vit de la nature. À l'opposé, il y a des populations qui sont en harmonie et en harmonie existentielle. C'est-à-dire, ils sont partis de la nature. Ils ne sont pas en dehors de la nature. Ce qui est le cas de toutes les autres espèces en dehors de l'humain. Donc cette question de savoir où on se situe par rapport à la nature est une question importante pour savoir comment on se pense et comment on pense son activité. Un autre schéma que j'ai tiré d'un auteur qui est généralement connu pour son livre sur l'effondrement, mais qui a fait aussi un ouvrage sur mais comment certains ont évité l'effondrement. Et j'ai noté ici tous les critères qu'il donnait. Si vous regardez, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord cette question de quelle représentation se fait de notre société et comment elle est partagée. Il y a aussi l'idée de, quand on est face à une difficulté, l'affronter et non pas la reporter. Donc c'est des sujets, moi, que je trouve tout à fait, qui sont parlants pour le monde d'aujourd'hui. Alors, une autre illustration de qu'est-ce qu'on a dans la tête, c'est la fresque du bon gouvernement, ça s'appelle comme ça, hein, de Sienne, 1339, 38, je ne me souviens plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ont été rassemblés un certain nombre de principes, tous les principes d'un bon gouvernement. Et dans ces principes, qui sont entre la justice et le bien commun, il y a tout un ensemble de vertus, de manières d'être, et aussi de montrer, ce qu'on ne voit pas du tout sur ce schéma, c'est qu'il y a une corde qui relie tout le monde. Et donc, y compris, ici en bas, quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le rabot de la Concorde. Le rabot de la Concorde met tout le monde sur le même pied. Et c'est ces gens qui sont sur le même pied qui vont pouvoir gouverner, puisque c'est le gouvernement citoyen de Sienne qui est là, en bas à gauche. Donc, il y a... Et ce qui est intéressant, c'est que cette fresque, elle est dans le palais du gouvernement de Sienne, c'est-à-dire qui était ouvert à tous, c'est-à-dire que tout le monde pouvait avoir cette représentation. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette représentation commune. Alors, toujours, et là on va revenir sur la question de développement durable qu'on a vu tout à l'heure, c'est finalement de revenir à ce que c'est que la soutenabilité. Pour nos sociétés humaines, c'est le respect
de la planète, de la biosphère, bien évidemment, puisque sans biosphère, on n'existe pas. Mais aussi, c'est de trouver un mode de développement de notre société inclusif et qui comprend un certain nombre d'éléments. Donc on ne peut pas les lire tout à fait là. Personnellement, et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, depuis plus d'une 40 ans, je suis membre d'Amnesty International. J'ai beaucoup travaillé sur la question des droits humains, ce que ça représente, etc. Et c'est assez intéressant comme démarche parce que ça nous donne à la fois une vision des libertés individuelles, des droits individuels, donc droit à son existence, mais aussi une autre question qui est celle d'avoir les capacités à exercer ses droits personnels. Et ces capacités, elles sont dans l'éducation, dans la santé, pas au sens santé, mais accès aux services de santé, mais aussi accès à un salaire décent. Quel salaire décent correspond à pouvoir tenir l'ensemble de ceci, de ces capacités-là, et de le faire pour sa famille en général. C'est un sujet important du commerce équitable. Donc, ça permet de remplir cette partie bleue, que là est remplie par le HDI dans mon petit graphique, pour arriver à cet espace de soutenabilité qu'a proposé Kate Raworth maintenant il y a une dizaine d'années, que j'imagine vous avez déjà vu, et qui dit on a les contraintes planétaires, on a nos demandes sociétales, et donc il faut qu'on arrive à rester à l'intérieur de ces deux contraintes. Alors, au niveau politique international, on a vu apparaître en 1992 l'agenda 21, c'est-à-dire les actions pour le 21e siècle. Et puis en 2015, les objectifs de développement durable. Je vais passer rapidement dessus. Juste une chose, c'est que dans l'analyse de ces objectifs de développement durable, on s'aperçoit qu'ils sont tous interdépendants. Et plus spécialement, on s'aperçoit de deux de ces objectifs qui sont particulièrement dépendants des autres ou interdépendants avec les autres. C'est d'une part la production et la consommation, et d'autre part les inégalités. C'est quand même intéressant de se dire que là, on a deux points d'accroche importants sur comment on peut avancer. En fait, finalement, il faut qu'on revienne à une vision plus j'allais dire, normale, plus réelle. On met l'économie au cœur de nos activités, mais l'économie n'est qu'un élément de nos sociétés, qui elles-mêmes, nos sociétés, ne sont qu'un élément de la biosphère. Donc il s'agit de basculer, de reprendre en compte ces éléments-là. C'est l'encastrement cher à l'économiste Polanyi, lorsqu'il se posait la question de où on met l'économie par rapport à la société. Et c'est pareil, c'est que les organisations en général, que ce soit des entreprises, des organisations en général, se voient comme acteurs d'un territoire où il y a et des personnes et un monde naturel. Donc là, je crois que j'ai terminé ma partie présentation, et je voudrais compléter par quelques mots sur l'éducation. Je n'ai pas regardé le temps, mais c'est bon ? Oui, parce que une fois qu'on a dit tout ça, il faut se poser la question de quel impact on va avoir, quelle formation il faut donner pour des gens qui vont parcourir le siècle qui est devant nous. Le siècle qui est devant nous, moi quand je suis rentré en activité, mon objectif, c'était de faire un peu mieux que ce qu'avaient fait les anciens. Et c'était pas plus que ça. C'est ce qu'on a fait pendant des années et des années. La question qui se pose aujourd'hui, avec l'état du monde que je viens de présenter, fait penser que, inévitablement, on va avoir des transformations majeures.
que ce soit des transformations voulues, pilotées, ou des crises importantes. On peut déjà en ressentir un certain nombre d'éléments. Le poids de la migration, qui nous est difficile à gérer en Europe, est vraiment lié aux conditions économiques, sociales d'un certain nombre de pays du Sud. Et pour certaines de ces conditions, elles ne sont pas seulement dues à leur faute, entre guillemets, leur manque de gouvernance, etc., mais aussi, tout simplement, à des questions climatiques qui font que leur agriculture n'est plus soutenable, leur agriculture traditionnelle. Donc on en voit déjà des traces. Hein. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, du reste j'aurais dû le faire, parce que ce que j'espère avoir montré ici, c'est le côté système. On ne peut pas résoudre un problème indépendant des autres. Hein, c'est vraiment une question importante, c'est penser système. Et cette question veut dire qu'il faut qu'on arrive à dépasser notre univers. Alors, moi, je suis ingénieur et je fais des formations à l'école centrale, mais aussi à l'université. Et donc, je me pose un peu cette question, qu'est-ce que je transmets, hein? Et en y réfléchissant, tout d'abord, et c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes ingénieurs qui essayent de démissionner, là, ceux qui vont élever des chèvres, c'est de leur dire d'abord qu'on a besoin d'eux pour affronter ces transformations fondamentales. On ne peut pas démissionner face à un obstacle. Mais par contre, pour avoir un apport, il faut avoir des compétences, des réelles compétences, des connaissances. Alors, pour l'ingénieur, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur d'abord? En fait, on confond parfois ingénieur et scientifique, mais ce n'est pas du tout la même chose. J'allais dire l'ingénieur, c'est un artiste, au sens des arts. Hein. Il y a l'école des arts et métiers, il y avait Centrale Arts et Manufacture. L'art, c'est combiner des connaissances face à un problème pour un résultat. Il n'y a pas de réelle connaissance scientifique au sens démontré. On va dire, on va faire un peu comme ça, là. Bon, bien évidemment, il y a des pratiques de métier qui font que ce savoir informel, cet art, s'est développé et on hérite de quelque chose. Mais ce n'est pas un métier de scientifique. Mais par contre, il faut des connaissances scientifiques, c'est ce qu'apporte l'ingénieur, des connaissances sur la matérialité des choses et sur les systèmes. Donc, première chose à faire, bien évidemment, acquérir des compétences. Acquérir des compétences dans les domaines de la mécanique, de la thermodynamique, de la chimie, et puis de la biologie pour ceux qui sont tournés vers ces sciences-là. Ça, c'est la science de l'information aussi. Tout ça, c'est assez fondamental. On ne pourra pas contribuer à une transformation, à un projet de transformation, si on n'y apporte pas quelque chose. La deuxième question qui se pose, c'est, dans le fond, comment je fais ça? Est-ce que je dois me poser des questions? Est-ce que je dois me poser la question, est-ce que mon projet, le service que je propose, est un apport à la société? Est un apport réel sur les besoins fondamentaux? Et je crois que là, il y a une question de repenser le métier, et peut-être presque, enfin tous les métiers, comme les repositionner comme un apport à la société. C'est ce que voulaient souvent il y a eu toute une époque de pensée autour de ces questions où l'ingénieur était celui qui allait apporter un bénéfice, un bien-être aux populations. Et donc, c'est certainement à retrouver. Après, effectivement, il faut se poser la question de quels sont les besoins fondamentaux. Et je reviens à ma déclaration des droits de l'homme pour essayer de réfléchir à cette question.
Enfin, la question, c'est de faire en sorte, oui, parce que personnellement, je reviens dessus, parce que là, c'est une question un petit peu éthique. Moi, je suis sidéré de l'histoire des moteurs diesel qu'on a bidouillés pour passer les tests. C'est quelque chose que j'arrive difficilement à comprendre, au sens où c'est une malhonnêteté organisée vis-à-vis de son propre métier. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se poser des questions. Se poser des questions sur l'honnêteté dans les arguments, hein, c'est la question du tabac, du changement climatique. Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on a été au bout de la compréhension avant de nier tel ou tel effet? Donc là, il y a une vraie question finalement éthique. Et donc ça, c'est une sensibilité à donner, certainement, dans les métiers. Après, il y a aussi cette question d'ouverture aux autres manières d'appréhender ces problèmes. J'ai dit ouverture parce que, autant tout à l'heure, je disais, il faut qu'on ait de réelles connaissances dans son métier pour pouvoir faire un apport. Autant, là, il s'agit d'être en capacité de comprendre l'interrogation sur l'impact social, l'impact économique, et de pas nécessairement, ou l'organisation politique aussi, au sens général, hein, pas politicien, de manière à comprendre comment le système peut réagir à nos propositions et comment on peut faire écouter nos propositions et comment on peut tirer profit des compétences d'autres personnes qui regardent la société et nos activités avec un autre regard. Donc se mettre dans un système, être en capacité de comprendre quelques fondamentaux, d'être sensibilisé à ça, pour pouvoir les écouter ultérieurement. Alors bien évidemment, ces approches-là ne sont pas dans les mêmes méthodes pédagogiques que ce qu'on fait lorsqu'on fait un cours de thermodynamique. Où là, c'est plutôt descendant, même si on fait des formations avec une application différente. Il y a quand même un grand système descendant très structuré. Et là, c'est plus une question de sensibilisation. Ça se fait beaucoup plus facilement à travers des projets, des choses comme ça. C'est vrai que alors, le rapport Jouzel, qui doit vous être un peu connu, là, pose la question, ne donne pas la réponse. Tout le monde s'arrache un peu les cheveux dans comment, dans mes unités de valeur, je vais arriver à trouver, à gratter pour faire ce genre de choses avec des grands effectifs. C'est des vraies questions hein, qui se posent. Donc, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette ouverture, quel que soit le domaine de compétences dans lequel on est. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un enseignement expérimental à Centrale Supélec, où là, on avait toute liberté pendant une année avec des étudiants de différents horizons. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est les sensibiliser aux compétences des uns et des autres, et deuxièmement, leur ouvrir l'imaginaire, c'est-à-dire regarder ce qui est dans chaque système de connaissances est une phase de ces connaissances, mais n'est pas le fond de la connaissance. Hein, si je prends le modèle économique tout à l'heure dont j'ai parlé, est-ce que c'est le modèle travail-capital, pour faire simple? Est-ce que c'est le fondement des échanges dans une société? Pas nécessairement. Donc c'est ce genre de questions, c'est amené à interroger les fondamentaux, que ce soit sur la sociologie, les modèles de décision en politique, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter.
J'ai pris du temps pour traiter de la complexité du monde, mais je me suis aperçu que traiter un système complexe en faisant deux, trois choses simples, ça ne répondait pas à la question. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et je suis prêt à répondre à quelques questions. J'espère qu'on est dans les temps.